Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 5 octobre 2025, une journée à l'endroit des enseignants. Nous voulons leur souhaiter bien de choses et tout de suite le journal. « 48 heures après l'adoption de la révision constitutionnelle prolongeant le mandat du chef de l'État de 7 ans renouvelable autant de fois ainsi qu'une année supplémentaire pour les députés, cela continue d'alimenter encore des débats. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la politique de la chaise vide qui devient un manque de fabrique, une marque de fabrique des députés et sénateurs de l'opposition. À quoi sert de boycotter les débats? Et réponse dans cette analyse avec l'Aldim Narcisse. La politique de la chaise vide ne se paye pas. On a coutume de le dire. Lors de l'adoption de la révision constitutionnelle, prolongeant de 7 ans le mandat du chef de l'État, les députés et les sénateurs de l'opposition ont une fois de plus brillé par leur absence. Ils ont boycotté la séance plénière, suivi des débats. Ils ont abandonné, comme à leur habitude, le député Béral Mbaye-Koubou de l'opposition démocratique, celle contre tous, l'inénarrable, le charismatique, le fin stratège, Béral Mbaye-Koubou, toujours constant à déclencher des tirs nourris contre les députés et sénateurs de la majorité présidentielle. Il savait pertinemment que ce vote allait passer sans anicroche, mais il n'a pas lâché prise. Il s'est déchaîné en traitant les auteurs de tous les noms d'oiseaux et a défendu bec et ongle son point de vue intramuros. Entre-temps, les autres députés et sénateurs ont sans tambour ni trompette disparu de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont un mandat national. Ils doivent rester et prendre le peuple qui les a mandatés à témoin de ce qui s'est passé réellement à la représentation nationale. Il ne faut pas tenter de se prévaloir de sa propre turpitude. L'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique sénégalais PDS, qui a roulé sa bosse depuis des lustres dans le marigot politique sénégalais, a toujours averti ses partisans qu'il ne faut jamais faire la politique de la chaise vide. Et un autre député sénégalais d'ajouter, si on se dit représentant du peuple, on doit affronter les débats, pas les fuir. Si certains préfèrent y aller parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont été insultés, alors autant démissionner. La posture des députés et sénateurs de l'opposition démocratique n'est pas apprécié par les citoyens qui avaient suivi ces débats. En claquant la porte, ils ont offert des verges à la majorité pour les trucider sans ménagement. Ils ne doivent pas prendre comme prétexte que tout a été ficelé pour se dérober de leurs responsabilités. Les députés et sénateurs de la majorité considèrent que leur boycott ne remet pas en cause la nature de ces votes. Il faut dire qu'en boycottant les débats, cette opposition a montré qu'elle n'avait dans l'immédiat ni stratégie claire, ni envie réelle d'assumer son rôle dans l'hémicycle. Leur participation aurait enrichi les débats. Il faut que les uns et les autres acceptent d'aller au débat qui sont un lieu de confrontation d'idées. Le boycott est une fuite de responsabilité. Il est pour le moins curieux de fuir les débats d'idées puis de revenir à la hâte pour contester. L'opposition doit éviter à l'avenir de choisir la dérision et s'accrocher au mobilier. Entre chaises vides, chaises bancales et chaises critiques, elle doit choisir la bonne chaise pour répondre aux préoccupations de ses mandataires. En tout cas, lors de ces votes de la révision constitutionnelle, l'opposition parlementaire reste cocasse dans le landerneau politique tchadien. Ce 5 octobre 2025, dans un hôtel de la capitale, le groupe thématique communication du plan national de développement Tchad Connexion 2030 a réuni le secteur privé autour d'un déjeuner d'échange. La rencontre s'est distinguée par une forte mobilisation, un dialogue constructif et des perspectives économiques prometteuses. Plus de détails avec Joséphine Nabi. Ce dimanche, les fourchettes ont accompagné les ambitions. C'est le ministre d'État, ministre des Finances et président du comité d'organisation de la table ronde du projet de développement national qui a ouvert le bal gastronomique à 13h30. Son geste a marqué le début d'un moment de convivialité autour d'un buffet généreusement garni, propice aux discussions franches et au rapprochement stratégique. Une pluie de projets, tous secteurs confondus, a été reçue et présentée par la cellule
d'appui de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat. Pas moins de 200 projets, dont 174 ont été présentés lors de cette rencontre. Le montant global des projets soumis s'élève à 867 milliards 267 millions 784 254 francs CFA. Une enveloppe qui illustre l'ambition collective de bâtir un Tchad résolument tourné vers 2030. La table ronde qui se prépare a pour objectif de mobiliser les financements nécessaires, bien sûr, financement également interne, mais aussi externe à la mise en œuvre de ces plans ambitieux à travers nos projets. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de mobilisation des opérateurs économiques tchadiens à investir eux-mêmes dans leur pays. Aujourd'hui, nous avons 800 milliards. Nous avons 200 projets. C'est exactement un projet de 2017. À mon avis, aussitôt au retour du PIB, 38 milliards qui vont être rapportés au Tchad, nos structures économiques actuelles ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire que la Chambre de commerce n'est pas bien outillée. Elle est obsolète. L'AMI est obsolète. Tel que c'est parti, tout cet argent, avec les efforts de nos autorités, ne sera pas rentable pour le pays. Le président du patronat tchadien, quant à lui, il a insisté sur la nécessité d'un cadre de collaboration pérenne entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Si nous ouvrons la voie à l'industrialisation, le bénéfice c'est quoi? C'est que la valeur ajoutée va être locale, les emplois vont être locaux, l'ensemble, beaucoup de bénéfices vont être... Mais nous, on veut vous honorer aussi, vous célébrer aussi. Voilà nos opérateurs. Ce déjeuner d'échange n'était pas qu'un moment de présentation. Il a permis de poser les jalons d'une gouvernance plus inclusive, où le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur de la mise en œuvre du PND. La transparence, la coordination et la valorisation des initiatives locales ont été au cœur des discussions. La Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, CSTT, à travers son secteur de l'éducation affilié, a célébré ce matin la journée mondiale des enseignants commémorée chaque 5 octobre. L'événement s'est tenu à l'espace Anakou, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Le reportage de Mbaïnadi Nicolas. Cette célébration a réuni les enseignants, responsables syndicaux et représentants des différents corps affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad CST s'est déroulée dans une ambiance à la fois festive et revendicative. Sous le thème « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain ». Dans son allocution, la présidente du comité d'organisation souligne le vivre ensemble des enseignants. Le thème de cette année, l'ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain. Nous appelons à chaque point notre mission dépasse la simple transmission des savoirs. Il rappelle à l'union, à la solidarité, à inculquer l'idée de vivre ensemble à nos progénitures dans nos diverses prestations. À l'instar des autres enseignants, nous, enseignants affiliés de la CSTT, célébrons cette journée pour marquer notre présence parmi les organisations sœurs et souhaitons la bienvenue aux camarades, membres du bureau exécutif. Les responsables syndicaux ont salué l'engagement quotidien des enseignants malgré les conditions de travail difficiles. Les syndicats du secteur de l'éducation affiliés à la CST ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Mettre en place des mécanismes réguliers et permanents de concertation entre le gouvernement, le ministère en charge de l'éducation, les partenaires et les organisations syndicales pour traiter les questions sociales, les conditions de travail, d'accès à la formation, etc. La relecture du décret 477 au plus tôt possible pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. La revalorisation du point d'indice 115 à 150. Le rappel des effets prévu par l'accord du 9 janvier 2020
le rappel de 16 mesures qui, jusqu'à là, n'est pas effective. Le rappel des abattements et les 50% des AGS coupés en janvier 2018. Le versement des primes de transport de certains collègues de 2016 à 2025. Le président de la CST a rappelé le rôle central des syndicats et enseignants dans la formation des citoyens et le développement du pays. Il a également dénoncé le manque de moyens pédagogiques, les revendications et la précarité des enseignants. Les participants ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le dialogue social, mais aussi à défendre les droits des anciens piliers essentiels de l'avenir du pays. La chef-lieu de la province de la Tangilé n'est pas resté en marge de la journée mondiale des enseignants. Des activités commémoratives y ont été organisées, comme nous le rapporte notre correspondant local, Labara Nidi. Bien que timides, les enseignantes et enseignants du département de la Tangilé-Est se sont rendus à la place publique de l'Aï, chef-lieu de la province de la Tangilé, afin de commémorer cette journée. Prenant la parole à cette occasion après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation Djangbayi Sarung, le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Tchad, Kedri Sarung, a évoqué dans son allocution une baisse du niveau qu'il attribue aux enseignants. Sans perdre de vue la révision du décret numéro 477, le secrétaire provincial du CETA a appelé le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'année scolaire 2025 et 2026 se déroule dans de bonnes conditions. Une motion de recommandation a ensuite été adressée au gouvernement et aux partenaires de l'éducation. Parmi les points évoqués, on compte notamment l'application du décret 477 portant statut particulier de l'enseignant, l'affectation en nombre suffisant d'enseignants qualifiés ainsi que la facilitation du déplacement des enseignants en cas de décès d'un collègue. Dans son discours, le secrétaire général de la province de la Tangilé, El Hadji Abdoulaye Blama, représentant le délégué provincial du gouvernement auprès de la province, a salué les performances des enseignants, notamment en ce qui concerne les résultats du BEF et du BAC de l'année écoulée. Il a exhorté à maintenir ce élan, voire à l'amplifier pour le bien des élèves en quête de connaissances dans la province de la Tangilé. La 32e édition de la Journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain », s'est ainsi achevée. Rendez-vous est pris en 2026 pour une nouvelle édition. Mesdames et messieurs, un communiqué de presse dont voici la teneur. À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad COSET et la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad PSSET montent au créneau pour dénoncer le silence persistant du gouvernement face à leurs revendications. Dans un communiqué conjoint publié ce 4 octobre 2025, les deux organisations rappellent qu'aucune réponse n'a été donnée à la fiche de plaidoyer adressé le 27 août dernier au ministère de l'Éducation nationale. Cette correspondance réclamait la révision et l'application effective du décret 477 portant sur l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des enseignants, notamment les primes, indemnités et effets financiers des actes de carrière. Face à l'absence de réaction officielle, le COSET et le PSSET appellent les enseignants à rester unis et vigilants tout en prévenant que des actions syndicales d'envergure pourraient être lancées dans les jours suivants si aucune avancée concrète n'est constatée. Les syndicats en appellent également à l'implication personnelle du président de la République, considéré comme le premier parent d'élèves, afin de favoriser une solution rapide et durable à cette crise qui menace le bon déroulement de l'année scolaire. Les deux structures syndicales réaffirment leur détermination à défendre les droits des enseignants et tiennent le gouvernement pour seul responsable de toute perturbation qui viendrait compromettre la rentrée 2025-2026 fait en Djamena le 4 octobre 2025 pour les syndicats du secteur de l'éducation. Ousmane Mamad Abakar, porte-parole du COSET.
En société, la justice populaire, également appelée justice collective ou participative, désigne un mode de règlement des conflits où les membres d'une communauté prennent eux-mêmes des décisions, souvent par des actions directes en dehors des institutions judiciaires officielles. Toutefois, peut-elle constituer une alternative crédible dans un contexte où la justice institutionnelle est fonctionnelle? Le commentaire de Kaubari Maloum Esther. La justice populaire, dans ses multiples expressions, se manifeste par des réactions spontanées et souvent violentes. Dans notre société, de nombreux exemples en témoignent. Face à une altercation ou à un vol, les proches de la victime, emportés par la colère, n'hésitent pas à s'en prendre physiquement au présumé coupable sans attendre l'éclaircissement des faits. Ces représailles, parfois extrêmes, vont jusqu'au lynchage ou même à l'exécution sommaire par le feu au nom d'une conception erronée selon laquelle le voleur ou l'agresseur n'aurait plus sa place dans la communauté. Ce n'est qu'après coup que surgissent les regrets, lorsque l'on découvre que la victime de cette vindicte populaire n'était pas forcément coupable. Mais il est alors trop tard, l'irréparable a été commis. Si dans certaines circonstances, la justice populaire peut sembler être une réponse rapide à un méfait, elle demeure une pratique dangereuse et porteuse de graves dérives. L'absence de procédures équitables et le non-respect des droits fondamentaux des personnes impliquées ouvrent la voie à de multiples abus. En définitive, plutôt que de céder à l'instinct de se faire justice soi-même, il est impératif de recourir aux institutions judiciaires et aux forces de sécurité, seules garantes d'une justice impartiale, équilibrée et respectueuse de la dignité humaine. L'élevage constitue l'un des piliers de l'économie nationale, mais les éleveurs sont confrontés à de nombreux défis. L'accès au pâturage et aux soins vétérinaires reste difficile, faute d'infrastructures adaptées. L'insuffisance des centres de vaccination et de postes vétérinaires de proximité accentue les risques sanitaires tant pour le bétail que pour les populations. Ces problématiques ont inspiré Vunba Kyobe. Voici son reportage. La santé animale est cruciale pour la productivité du cheptel, la sécurité alimentaire et le revenu des élevages. Les longues distances que doivent parcourir les éleveurs pour accéder au pâturage compliquent le suivi des soins vétérinaires et peut accroître le risque de propagation des maladies pendant les épidémies. Le manque d'infrastructures adéquates contraint les éleveurs à de longs trajets avec pour conséquence une menace pesante sur les activités commerciales. Afin de trouver des solutions idoines à ces problèmes qui gangrènent l'économie, des stratégies de contrôle et de régulation doivent être mises en place pour faire face à cette situation préoccupante. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'élevage Abderrahim Awad Ateib donne plus de précisions. Oui, il y a les deux maladies qui sont plus graves sont la péripnéumie contagieuse bovine et puis la peste des petits ruminants. En tout cas, pour la peste
Le transport de la viande à moto fréquemment observé dans la ville de N'Djamena pose de graves problèmes d'hygiène et représente une menace significative pour la santé publique. Cette pratique à haut risque appelle à des mesures urgentes ainsi qu'une application rigoureuse des réglementations en vigueur. Frida Ketem Allo nous fait le point. Les viandes, souvent transportées à l'air libre, sont directement exposées aux particules et aux microbes. Les carcasses ou les morceaux de viande qui entrent en contact avec les sièges et les sols sont exposés aux intempéries de notre pays et surtout à l'absence de véhicules de réfrigération qui attristent et favorisent un risque élevé de contamination des bactériologiques. À cela s'ajoute la forte température qui pourrait provoquer une décomposition et qui naturellement la rend impropre à la consommation. Pour remédier à cela, il va falloir réadapter, mieux moderniser ces moyens de transport en respectant les normes d'hygiène et de température appropriées. Les véhicules frigorifiques pourraient préserver la qualité de cette viande livrée pour la consommation des citoyens de la cité capitale. En vue de lutter contre ce transport et de contribuer à la lutte contre certaines maladies, l'État devrait pouvoir accompagner ses bouchers et transporteurs d'acquérir des moyens de transport hygiéniques. Il serait aussi important que les autorités de tutelle prennent cette situation à bras le corps en créant des abattoirs à proximité et les points de vente. Cette approche contribuera à minimiser ces multiples risques liés à l'hygiène et à mettre en place un système de contrôle régulier et pouvoir former et sensibiliser les personnes impliquées dans ce commerce afin de préserver la qualité de la viande et faire en sorte que ceux qui enfreignent la loi soient rappelés à l'ordre. En Afrique, la naissance d'un enfant est perçue comme une bénédiction, source de fierté et facteur de dynamisation démographique. Dans la société tchadienne, comme dans de nombreuses communautés du continent, être l'aîné d'une famille implique des responsabilités précoces dès le plus jeune âge. Frida Ketem Allo nous en dit encore une fois de plus de détails. Les enfants sont des richesses et des sources de bénédictions qui résultent des mariages dans nos communautés africaines, plus précisément au Tchad. Cependant, dans certaines communautés, les aînés se voient attribuer des responsabilités précoces, une pratique souvent ancrée dans les structures familiales et sociales traditionnelles, car elle présente plusieurs avantages significatifs. Premier fils, là, c'est comme son œil. Tous ces biens, là, il fait, mais c'est pour son premier fils. S'il y a quelque chose, on dit où est son premier fils. Si le père trouve la mort, les yeux sont sur le fils aîné. Pourquoi ça? Parce que les autres là deviennent maintenant les enfants de son premier fils. C'est pour cela, quand il fait tout, il donne tout à son premier fils. C'est une manière de préparer ses aînés à la succession et de leur faire assumer les rôles du futur chef de famille en l'absence du père. En gérant ces tâches et en prenant soin de leurs cadets, ces aînés développent un sens aigu de l'autonomie et de la maturité plus rapidement. Ils apprennent les devoirs de transmission du savoir, de l'expérience et des traditions, ce qui valorise nos multiples cultures tchadiennes et renforce le respect des règles traditionnelles familiales. Cette responsabilité les aide à faire face à des situations et à prendre des décisions, ce qui est une préparation essentielle à la vie adulte. Cependant, cette attribution de responsabilité doit être équilibrée pour ne pas devenir une charge excessive ou nuire à l'éducation scolaire et au bien-être de l'enfant. En sport, à l'approche d'un match crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le retour de l'international Mouadil Marius ravive l'enthousiasme autour de l'équipe nationale. Son expérience et son influence sur le terrain renforcent l'espoir d'un nouvel élan dans un moment où les Sao cherchent à retrouver performance et confiance. Plus de détails avec nos reporters.
Il vous souviendra que l'entraîneur national du Tchad, Raoul Savoué, a dévoilé la liste de son équipe pour les matchs du 8 et 13 octobre contre le Mali et la République centrafricaine. Parmi les joueurs retenus pour ces matchs, un nom a retenu notre attention. Celui de Mwandil Madi Maurice, cet ex-joueur de Toumaï FC de Doba devenu international, a quitté le rang des SAO depuis un certain temps. Mais celui-ci a reconsidéré sa position contre toute attente, montrant ainsi un geste fort pour la mère patrie. Marius est allé au-dessus de toutes les considérations et a montré aux yeux du monde sportif un fair play prédominateur. Le retour de celui-ci est salué par l'ensemble des Tchadiens qui attendent désormais un exploit. L'entraîneur Raoul Savoué va se saisir du retour de Marius pour avoir des résultats escomptés. Eu égard à la longue attente d'une victoire à une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Tchadiennes et les Tchadiens retiennent leur souffle et espèrent avoir 2 victoires des SAO lors de ces 2 prochains matchs. En attendant, nous souhaitons un bon retour à Marius parmi les siens et bon match au 11 national. Chaque semaine, la rédaction vous plonge au cœur des événements sportifs nationaux et internationaux. Au sommaire cette semaine, la liste des 24 SAO convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2026, la préparation du Tchad pour les Jeux olympiques de la jeunesse et bien d'autres faits marquants de la semaine sportive. Un condensé d'émotions signé Baindixum Sadok. Le sélectionneur national Raoul Savoué a dévoilé le jeudi 3 octobre la liste des 24 joueurs retenus pour la double confrontation décisive qui opposera les SAO du Tchad aux Aigles du Mali le 8 octobre, puis aux Fauves de la République centrafricaine le 12 octobre prochain. Cette annonce, faite lors d'une conférence de presse en N'Djamena, marque une étape cruciale dans la préparation des SAO, déterminée à honorer le drapeau tchadien lors de cette phase qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Représentant le Tchad aux qualifications de la Ligue des champions féminine africaine à Malabo, l'Export a vécu une campagne difficile conclue par 4 défaites en autant de rencontres. Un revers 1-5 face au FC Ebola du Cameroun avant d'enchaîner des défaites plus lourdes contre des adversaires expérimentés. Dans la perspective des rencontres des SAO contre le Mali et la RCA, le comité d'organisation dirigé par Mamad Abdoulaye Adesh a tenu une réunion stratégique le 29 septembre dernier avec les responsables des sous-comités. Cette séance de travail a permis d'harmoniser les missions et de rappeler la nécessité d'un engagement total pour la réussite de ces événements sportifs majeurs qui s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires du Coupe du Monde 2026. Du côté de la Coupe de la Confédération, le stade tunisien a validé son ticket et pour le prochain tour, après un match nul face à l'Assim en Mauritanie, fort de sa victoire 2-0 à l'aller. Le milieu tchadien Mamad Thiam, titularisé pour la 2e fois consécutive, a livré une prestation solide avant de céder sa place à l'heure de jeu. La Fédération capverdienne de football a été sanctionnée par la FIFA à la suite des incidents survenus le 9 septembre lors du match Cap-Vert-Cameroun. À la fin de la rencontre, plusieurs supporters capverdiens ont envahi la pelouse pour célébrer la victoire, provoquant un désordre général. La FIFA a tenu à rappeler par cette décision la nécessité de préserver la sécurité et le respect des règles dans les compétitions internationales. En Coupe de la Fédération africaine, Zesco United s'est brillamment qualifié après sa victoire éclatante 5-0 contre Kano 105 du Gabon. Battu 2-0 à l'aller, le club zambien a renversé la situation grâce à une performance collective remarquable scellée par le 5e but signé Amin Hiver, l'international tchadien de retour de blessure. Au Cameroun, l'Africa Foot se trouve à un tournant décisif. Après des résultats en demi-teinte, la fédération doit trancher sur l'avenir du sélectionneur Marc Brice et de son adjoint Joachim Mounouga. Les Lions indomptables de haut mur dans la course de la Coupe du Monde 2026 affronteront l'île Maurice le 8 octobre, puis l'Angola le 13. Les regards sont désormais tournés vers la fédération, appelée à définir une stratégie claire pour redynamiser son équipe nationale. Ainsi s'achève ce numéro de votre Rétro Sport Hebdo, fidèle à son engagement d'informer, d'analyser et de valoriser le sport sous toutes ses formes. Merci de votre fidélité et rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon des performances et actualités sportives d'ici et d'ailleurs. C'est avec cet élément que nous refermons cette édition, mais une pensée positive à l'endroit des enseignants et enseignantes qui commémorent leur journée en ce 5 octobre 2025. Les enseignants sont des bâtisseurs silencieux de l'avenir. Bien de choses à vous et bonne fête à vous et à tous les enseignants. Bonsoir.